Bonjour chers téléspectateurs, la chaîne Lumière du Congo reçoit pour vous ce jour samedi 10 octobre 2020 Monsieur Charles Madédé, porte-parole de la commission d'organisation de la primaire de la diaspora et organisateur de la marche d'indignation de la diaspora congolaise après l'assassinat crapuleux commis sur la personne de Merveille Bazanzela Ankaï le 29 septembre 2020 par les sbires, par la milice de Denis Sassou Nguesso sous le couvert de la gendarmerie. Pendant que les sbires, les esclaves de Denis Sassou Nguesso s'évertuent, s'emploient à dissimuler les vraies raisons de la mort de mademoiselle Merveille Bazanzela, Monsieur Charles Madédé nous délivre la vraie autopsie de la dictature, sinon de la tyrannie qui sévit au Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, qui l'aurait cru qu'un jour, le pays de nos ancêtres allait rompre avec les vraies valeurs du Kimuntu. Monsieur Charles Madédé va nous en dire un peu plus. Bonsoir, Monsieur Charles Madédé. Bonsoir, Monsieur Bernadette. Très bien. Écoute, Monsieur Charles Madédé, nous nous trouvons ici autour de la place République, après avoir marché du Château Rouge à la place République. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement le motif, le mobile de cette marche, de cette manifestation, de cet événement? En fait, aujourd'hui, le 10 octobre, donc si on recule, on tombe au 29 septembre, il y a eu un drame en Caï. Une jeune fille au nom de Merveille Bazanzela a été agressée parce qu'elle ne portait pas le masque en Caï. Agressée interpellée par les gendarmes, puis tabassée. J'étais dans leur BJ, une camionnette qui leur sert de représailles des populations dans la ville de Caï. Donc j'étais piétiné et elle a été abandonnée, affamée pendant presque une journée. Et à l'issue de ces agressions orchestrées par des gendarmes, elle a trouvé la mort. Très bien. Alors, et donc aujourd'hui, on se dit, on ne peut pas laisser des cas comme ça dans le silence. Il fallait exprimer notre indignation, il fallait exprimer notre mécontentement et dire non à la barbarie policière au Congo-Brazzaville. Et est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle est l'organisation, quelle est la structure qui a organisé cette marche? Est-ce que c'est un parti politique ou bien une association ou alors la diaspora dans son ensemble? Mais voilà. En tout cas, il n'y a pas eu de structure en tant que telle. C'est toute la diaspora, c'est toutes les personnes qui se sont levées, qui ont pensé que le minimum, c'était de faire une marche, le minimum. Une marche pour exprimer cette indignation. Donc toutes les personnes. Je ne peux pas citer les noms parce que je ne serai jamais exhaustif, mais tous ces gens, il y a plusieurs personnes qui se sont élevées pour ça. Mais Monsieur Charles, nous connaissons tous le système politique de Brazzaville, nous connaissons le système que Denis Sassou Nguesso a mis en place. C'est un système qui vit en quelque sorte, qui ne s'exprime que par la force, par le crime. Et donc, je voulais dire que l'assassinat de mademoiselle Merveille Bazanzela n'est pas le premier du genre. Il y a plusieurs assassinats, plusieurs arrestations, des braquages, mais pourquoi une marche pour un crime de plus ou de trop? Alors, pourquoi une marche? Je sais qu'au Congo, il y a plusieurs assassinats, et au moment où nous parlons, il y en a d'autres. On m'a parlé à Brazzaville, il y a encore un jeune qui a été écervelé, c'est-à-dire que son cerveau est sorti de sa tête. Ça encore, c'est une autre bavure. Il y a des bavures tous les jours, mais il faut commencer quelque part.
Je crois que chaque fois qu'il y a une bavure politique, moi j'appelle pas ça de la bavure. La bavure, c'est quand les forces de l'ordre s'écartent un peu de ce qu'ils devaient faire. Mais là, c'est pas un écart par rapport à ce qu'ils doivent faire, mais c'est carrément des crimes qu'ils commettent. C'est des crimes. Et il y en a toujours eu. Quand il y a eu le crime de Chakona, on a manifesté. Quand il y a eu le crime sur tous les jeunes, il y a eu un jeune en Caï, un jeune en Dolisie, il y avait un autre, le nom m'échappe, ça va revenir. On a manifesté toujours. Mais parce qu'il y a eu un temps d'accalmie, on ne manifestait plus. Et maintenant qu'on a ces drames-là qui interviennent, il y a eu des drames avant. Ce n'était pas aussi connu, ou ce n'était pas aussi révélé. Souvent. Il y a des drames au Congo, mais parce que ce n'est pas révélé. Mais celui de Merveille, tout le monde a suivi cela. Et on ne pouvait pas se taire. Il fallait quand même s'exprimer et dire quelque chose. C'est pour ça. Mais on a manifesté pour Merveille, on manifestera pour les autres drames. Il faut que ça commence quelque part. Là, ça a commencé, ça a recommencé, je peux dire, avec Merveille, mais ça va aller sur tout ce qui va se passer. D'ailleurs, il y a un élan de solidarité qui s'élève pour soutenir la famille, pour rester en justice déjà. Donc, on va prendre tous les cas. Des Régis Batola, voilà, c'est le nom de choses. On va prendre tous les cas. On va même remonter depuis le monopartisme. Donc, tous les gens qui ont été assassinés sans qu'il y ait une justice qui se prononce. On peut parler de Massamba Diouf, on peut parler même de Marion Gobi, pourquoi pas. On doit remonter et réclamer justice pour tous ces morts qu'on a connus, ces morts de la barbarie. Oui, le Congo-Brazzaville connaît aujourd'hui une situation catastrophique sur le plan socio-politique et même économique. Et d'ailleurs, sur le plan économique, le Congo est devenu en quelque sorte une république bananière. Quand on sait que les fonctionnaires, les salariés, les agents publics ne perçoivent pas leur salaire à temps, et certains même ne perçoivent pas leur salaire depuis déjà des mois. Est-ce que vous pensez que c'est cette situation de fait qui explique la nervosité du système, la nervosité du pouvoir pour aller jusqu'au crime, jusqu'à ces forfaitures? Est-ce que ce n'est pas un signal de faiblesse du pouvoir? Et est-ce que c'est parce que ce ne sont pas là des signes révélateurs de l'affaiblissement de ce système politique? Donc, moi je pense c'est un ballon d'essai. Je ne pense pas que c'est un affaiblissement du pouvoir. Parce que le pouvoir, la dictature a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu... Moi quand j'étais gamin, je me souviens encore. Il y avait des couvre-feux à notre époque. On était des enfants, mais c'était le couvre-feu pour les mineurs. Donc à partir d'une certaine heure, ça devait être 20 h, un mineur qui n'avait pas plus de 18 ans devrait rentrer à la maison. Et il y avait des patrouilles de miliciens qui circulaient dans la ville. Ces miliciens étaient devenus comme des seigneurs de la nuit. C'est-à-dire quand vous attrapez, même si vous êtes majeur, si vous êtes une femme, on vous viole. C'est des pratiques qui existent dans la dictature. C'est même aujourd'hui, c'est parce que nous avons Internet. C'est parce que nous avons le web, nous avons les réseaux sociaux. C'est pour ça que l'information est répandue, se répand facilement. Mais il y a eu des cas de Merveille déjà. Il y a eu des cas de décès. Mais sauf que les forces de l'ordre, quand ils commettent ce genre de crime, ils abandonnent la personne dans la rue. Comme ça a été le cas de Merveille. Merveille a été abandonné dans la rue. Je ne pense pas que c'est l'affaiblissement du système. C'est plutôt le système, la dictature fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Mais c'est à nous de révéler au monde entier, de dévoiler en fait. Tu as vu ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé sur Merveille pour protéger les gendarmes. Ouais, protection des gendarmes. Les gendarmes qui ont combien de crimes, on les protège. Mais protéger, qu'est-ce que le système fait? On sort une fausse autopsie, un faux rapport médical qu'ils appellent rapport d'expertise médicale. Un faux.
où il y a eu un examen externe. On a examiné, dit-on, le corps de Merveille en 30 minutes. Et ils ont fait un diagnostic pour dire non, Merveille est décédée de l'épilepsie, etc. Mais sa mère témoigne autre chose. Le témoignage de la mère est contradictoire parce que sa mère dit que quand ils sont allés à la mort, ils ont pris le corps giclé de sang. Ça veut dire que ce n'est pas une épilepsie. Une épilepsie, on ne fait pas l'hémorragie quand on fait une épilepsie. Vous le dites si bien, vous savez que, vous l'avez bien dit, nous avons affaire à une dictature. Et une dictature fonctionne comme cela. Bien évidemment, vous parlez de dictature, mais une dictature assez littéraire, une dictature assez scientifique, une dictature assez poète, une dictature a aussi ses médecins, légistes soient-ils. Et donc le résultat, les résultats de l'autopsie que nous avons connue, qu'on nous a présenté, c'est tout à fait normal, puisqu'il découle d'une dictature. Donc rien d'étonnant. Mais ce qui m'étonne moi, c'est que dans ce combat, nous avons tendance à minimiser. En fait, nous avons tendance à le sous-qualifier. Parce que depuis plus d'une décennie, on parle de dictature à Brazzaville. Mais je pense qu'on a dépassé le stade de la dictature. Nous sommes rentrés quasiment dans une tyrannie. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter de dire que le Congo est devenu plutôt une tyrannie. Et nous en sommes là. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Moi, je dirais ça reste une dictature tyrannique, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs types de dictatures. Il y a des dictatures un peu éclairées, qui favorisent l'émancipation, pas l'émancipation, qui fait un faux semblant de développement, l'apaisement du peuple. C'est le cas au Rwanda. Au Rwanda, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. C'est un dictateur. C'est le cas en Russie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Mais une dictature qui sait créer de la richesse. Mais au Congo, c'est une dictature la plus archaïque au monde. C'est-à-dire qui traite les sujets, c'est le mot même. Au Congo, il n'y a pas de citoyens, ce sont des sujets. Et le dictateur traite ces sujets comme des animaux. Donc on peut les martyriser, on peut tuer les Congolais sans procès, sans justice. Ce que nous vivons, ça ne date pas d'aujourd'hui. Guy Barnabé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis que cette dictature existe, c'est toujours comme ça. Mais si on revient sur parce que vous avez dit que c'est une dictature peut-être qui a des qualités ou bien qui est plus performante, mais non. Non, il ne s'agit pas de performance. Quand on parle de dictature ou de la tyrannie, il n'y a pas lieu de parler de performance. Mais je vais dire que, c'est-à-dire qu'ils ont franchi le Rubicon. Ils sont passés de dictature à la tyrannie. Parce que en fait, c'est la même chose, sauf que c'est à un degré très élevé. Voilà. Et ça nécessite aussi que la résistance, qu'une diaspora ou qu'une opposition puisse affûter ses armes en fonction. Alors, nous parlons donc là du crime qui a été perpétré sur la personne de Merveille Bazanzela et qui nous a poussé justement, qui a poussé la diaspora à réagir. Parce que cette diaspora est consciente que les groupements, les partis politiques, les associations au Congo-Brazzaville sont eux-mêmes aussi muselés, sont sous pression, sous l'échappe de la dictature. Et alors, la diaspora, nous avons ici, vous avez un peu de recul et donc cette liberté, justement, d'aller dans la rue pour protester. Et c'est ce que vous avez si bien fait aujourd'hui. Et nous avons vu la mobilisation des Congolais. Le combat continue.
il va falloir encore mobiliser davantage. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, puisque nous savons que ce n'est pas le premier crime et ce n'est pas le dernier, il y en aura d'autres, parce que c'est un système qui ne vit que par le crime. Que ce soit le crime économique, le crime politique, le crime culturel, etc. Alors, qu'est-ce que, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur, en tant que militant au niveau de la diaspora, quel regard, quelle vision avez-vous sur les actions à mener, les actions solides à mener pour pouvoir mettre la pression sur le système politique de Ouagadougou? Merci. Alors vous me direz que toute stratégie n'est pas bonne à mettre sur la place publique, mais je voudrais simplement que vous nous expliquiez quand même quelques pistes d'action envisageables. Non, Bernardin Dilo, tu sais très bien que j'ai toujours été transparent. Parce que je pense que les actions contre la dictature, ça doit toujours être des actions transparentes. Parce que les actions dans le secret, on ne peut pas. Moi, je suis partisan de la non-violence. La non-violence, quand on est partisan de la non-violence, on prône des actions qui entraînent le peuple dans l'action. C'est-à-dire que moi, je ne peux que m'appuyer sur le peuple pour amener le changement, pour amener la libération du pays par le peuple, quand on est dans la non-violence. Alors comment pouvez-vous amener tout un peuple dans une action si cette action n'est pas transparente? Non, moi, toutes mes actions ont toujours été transparentes. Il n'y a pas de cache-cache. Là, pour le cas de Merveille Bazoum et l'appel que sa mère a lancé, un appel de détresse. Elle a dit: aidez-moi. Donc, Congo, aidez-moi, moi, il ne faut pas ça, justice. Justement, elle parlait de justice, c'est ce que nous avons tous suivi. Bah justement, elle a lancé un cri de détresse. Quelle réponse? Alors, la réponse, à notre niveau, moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai dit: ok, la première action qu'on va mener, selon moi, il faut qu'on se concerte avec les autres. C'est qu'on a publié une autopsie qui est fausse. Elle est fausse comment? Si vous regardez bien cette autopsie, vous allez voir que c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui va publier une autopsie. Première erreur. Deuxième erreur, c'est qu'une autopsie, c'est un acte judiciaire. Ça participe à une enquête judiciaire pour déterminer la cause de la mort. Quand cette mort est litigée, c'est le cas de la mort de Bazoum. Les gendarmes disent que non, on ne l'a pas tué, mais les familles et les populations de Caille disent qu'il y a eu assassinat. Alors, quand il y a ce litige, qu'est-ce qu'on fait? On saisit la justice. Mais on ne saisit pas la police. Parce que la police doit être aux ordres de la justice. On saisit la justice. Et il y a un procureur de la justice qui doit se déterminer pour désigner un médecin légiste. Une autopsie est réalisée par quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de qualifié. C'est pas par un médecin qu'on ramasse dans la rue. C'est un médecin légiste. Et c'est le médecin légiste qui fait le rapport de l'autopsie. C'est pas le commandant de la police, mais le rapport que nous avons lu, tous, le nom du médecin qui a pratiqué l'autopsie n'est pas cité. Il y a un seul nom, c'est le nom du commandant de la police. Et le procureur de la justice, et ça c'est ce qui m'écoeure, le procureur de la justice est aux ordres du commandant de la police. Où vous pouvez voir ces choses. Il y a le texte même lui-même renferme des contradictions qui nous poussent aujourd'hui à aider la maman
de merveille pour qu'elle puisse rester en justice sur cette affaire. Donc nous, en France, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons mobiliser la diaspora pour rassembler les fonds, pour aider la maman de merveille de prendre un bon avocat sur place. Et nous aussi, on prendra un avocat ici. Et la première étape, c'est de faire tomber ce rapport d'autopsie. Et quand on va faire tomber le rapport d'autopsie, en ce moment-là, il nous faut traduire tous les gens qui ont participé à monter ce rapport, ce faux rapport. Là, on va commencer le travail. Mais on ne va pas s'arrêter qu'à merveille. Prochainement, on va lancer un appel aux Congolais qui vivent au Congo. Et chaque fois qu'il y a une bavure ou un crime commis par les forces de l'ordre au Congo, ils doivent nous saisir. Et nous, on engage des avocats. C'est comme ça qu'on va montrer au monde entier si réellement il y a une justice au Congo. Vous savez, en ce moment-là, on va exposer le système judiciaire du Congo. Vous allez voir que ça va déboucher sur celui qui le bloque. C'est une première étape pour attaquer le système de Brazzaville. Une première étape, on va l'attaquer par la justice. Voilà à peu près ce que je peux dire à l'instant par rapport à ce drame de merveille. Je peux dire que ça nous donne aujourd'hui, ça nous ouvre la porte d'attaquer le système judiciaire du Congo pour voir est-ce qu'il est vraiment indépendant. Et on verra qu'en fait il n'est pas indépendant parce que les juges sont aux ordres. Les juges n'ont caillé. Il n'y a aucun juge qui a pris cette affaire-là à bras le corps. Pourquoi? Parce que le juge attendait que le chef suprême du Conseil supérieur de la magistrature se prononce. C'était ça le problème. Vous mettez là le doigt sur, la désintégration de l'État, sur l'inorganisation justement de notre administration, je parle de l'administration congolaise, et par ricochet, vous posez le problème de la gouvernance. Alors, nous au niveau de la diaspora, et la question que je voulais vous poser et à laquelle j'aimerais que vous répondiez sans langue de bois, quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui, vous en tant que représentant de la diaspora, avec les partis politiques ou les organisations politiques et la société civile au Congo-Brazzaville? On a des rapports, on va dire pour l'instant, vous parlez de l'opposition congolaise locale. Exact. Pour l'instant, on n'a encore aucun rapport. On va dire. Parce que pour moi, ce que j'appelle rapport, c'est que soit on se parle, soit on monte les stratégies ensemble. Il n'y a aucun rapport. Par contre, une chose qu'il faut dire, c'est que l'opposition congolaise a toujours eu un comportement qui ne favorise pas la dynamique de la lutte contre le système de Brazzaville. Favorise pas. Ça favorise pas dans quel sens? C'est-à-dire qu'eux, ils ont toujours considéré la diaspora comme des enfants à récupérer et à remorquer dans leur dynamique à eux. Ça a toujours été ça. C'est pour cela que vous voyez que en France, vous allez voir, il y a des pros UK, il y a des pros MCDD, il y a des pros UFADS, mais si vous allez dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que ces partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire ont des membres dans la diaspora, mais ce ne sont pas des membres qui sont des moindres. Ça peut être des gens qui sont dans des bureaux politiques, qui prennent des décisions au plus haut niveau. Ce n'est pas le cas dans les partis politiques qui existent au Congo. Ils prennent des gens de la diaspora juste pour animer les Congolais ici dans la diaspora. Ils ne prennent pas des décisions au niveau national, au niveau de ces partis-là. Ils ne sont pas dans des bureaux politiques. Parce que l'opposition congolaise considère toujours
la diaspora congolaise comme des enfants à remorquer dans leurs activités. Vous avez vu dernièrement, Madame Mounari, quand elle est arrivée ici, elle est présidente d'un grand, d'une grande plateforme de l'opposition congolaise, FOCAD, qui regroupe le FOCAD, IDC et la composante J3R. C'est une grande plateforme. Mais quand elle est arrivée ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté une structure qui n'est même pas représentative de la diaspora. Et pour dire que, voilà, mettez-vous tous là-dedans pour qu'on travaille. Mais c'est pas comme ça. Quand vous arrivez, manque de considération. Il y a dans la diaspora des mouvements. Ça existe. Il y a des mouvements qui fonctionnent. Il y a des choses qui se font. Donc quand ils viennent, mais il faut qu'ils considèrent d'abord ce qui se passe dans la diaspora. Ils doivent d'abord considérer ce qui se fait dans la diaspora. Et considérer d'abord ça et collaborer et dialoguer et collaborer dans le travail. C'est ce qui manque. C'est pour cela que à votre question, je réponds, il n'y a pas de rapport en tant que tel. Il n'y a pas de rapport parce que l'opposition congolaise ne veut pas les mettre en place. Les vrais rapports, c'est qu'on puisse dialoguer avec eux, qu'on puisse bâtir ensemble les stratégies parce que nous, à l'étranger, nous avons la chance, la facilité de lever les fonds. Nous avons la facilité de mener des démarches diplomatiques. Nous avons cette facilité-là qu'eux, ils n'ont pas. Ils devraient s'appuyer sur nous dans ce sens-là pour qu'ensemble, on puisse bâtir de vraies stratégies. Mais nous attendons ça. Moi, personnellement, j'attends cela. Je suis prêt à les rencontrer pour discuter sur cette base-là. Très bien. Alors, donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de rapport de travail avec l'opposition congolaise, l'opposition locale. Et vous dites que vous attendez. Je pense que plutôt que d'attendre, il faut peut-être aller vers eux, parce que s'ils n'ont pas le courage de venir vers vous, peut-être que vous pourriez prendre aussi l'initiative. Alors je vais donc vous demander à ce propos d'adresser, quel est le message que vous voulez adresser à l'opposition locale, à l'opposition interne, à l'opposition au Congo, avant de vous demander de vous adresser au peuple congolais par rapport à l'opposition congolaise. Le message que j'adresse est celui-ci. C'est-à-dire que vous êtes au pays, on comprend la position que vous avez au pays. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Vous n'avez pas la mobilité facile. Vous ne pouvez pas vous déplacer facilement. Venir en France, aller à l'étranger, vous avez cette difficulté-là. Parce que la dictature vous contrôle. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous n'avez pas d'activité économique. La plupart des opposants, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ils ne brassent pas des millions, des milliards. Ce qu'ils ont, les revenus qu'ils ont proviennent de la dictature. S'ils sont députés, c'est l'État dictatorial qui paye leur pension de député. S'ils sont ministres ou s'ils sont dirigeants de partis, etc., c'est le pays, la dictature qui les paye. Vous avez cette difficulté-là. Nous voulons créer une troisième force qui viendra auprès de vous, la force de la diaspora. Nous avons parlé de Exodus, le retour de la diaspora au bercail. C'est cette force politique que nous voulons créer au pays. Avec cette force-là, ne soyez pas hostile à cette force qui va arriver. Ne soyez pas hostile à ça. Nous allons créer une troisième force au pays et c'est cette force-là qui va nous aider tous. Parce que nous avons la facilité de lever les fonds, nous avons la facilité de parler avec la diplomatie internationale, nous avons cette facilité-là. Donc travaillons dans ce sens-là et c'est cet appel-là que je lance. Quand vous venez en France,
rencontrons-nous pour bâtir des stratégies qui vont dans ce sens. Ne soyez pas hostiles à la primaire de la diaspora que nous avons initiée. Cette primaire va nous permettre de rentrer avec vous en 2021 et mener cette bataille-là ensemble. Monsieur Madédé, vous parlez d'une troisième force. Pourrais-je savoir comment vous dénombrez les forces en question? La première force, elle est où? C'est laquelle? La deuxième force est où? C'est laquelle? Et la troisième, j'ai compris que c'est vous. Alors la première, ce n'est pas pour dire c'est la plus forte, attention. Mais on va dire la première en âge, on va dire, par ordre d'apparition. La première force, c'est celle qui est apparue en 2016, qui a écrasé tout le monde, qui a usurpé les urnes, qui a trafiqué les résultats des urnes en 2016 et qui a mis en place un président qui n'était pas élu démocratiquement. Cette première force-là, ce n'est pas la plus forte. La première n'est pas parfois la plus forte. Parfois la deuxième peut être la plus forte, la troisième peut être la plus forte. Mais la première, c'est en apparition. Alors cette force-là qui est apparue, c'est celle de la dictature, c'est celle du PCT et apparenté. C'est tout ce qui gravite autour du dictateur, du chef de l'État congolais. C'est cette première force. La deuxième, c'est celle qui a dit non à la forfaiture, qui a dit non à une élection truquée. Cette force qui se représente dans le FOCAD IDC et la composante J3L, cette force et qui est aussi fait partie de la population, de la société civile, tous ceux qui sont au Congo, qui disent non à la dictature, qui disent non à ce pouvoir. C'est la deuxième force. Ça peut être même la plus forte, mais c'est sur le terrain qu'on en joue. Il manque une troisième, c'est celle que nous voulons créer, celle de la diaspora. Les enfants qui sont dispersés dans le monde, qui vont rentrer au bercail, pour se mettre ensemble avec la deuxième force, ensemble, pour qu'on constitue un rapport de force qui peut renverser les choses. Donc j'ai bien compris que la troisième force en question, elle naîtra de la primaire de la diaspora. De la primaire. Alors ce n'est pas le sujet aujourd'hui, la primaire de la diaspora, puisque nous étions vraiment concentrés autour du caractère nocif et dangereux et criminogène du système de Brazzaville et bien évidemment autour de l'assassinat de mademoiselle Merveille Bozanzela. Mais n'empêche, une dernière question, celle qui va porter sur la diaspora. Quand est-ce que nous aurons les résultats de la primaire de la diaspora? Alors, la primaire de la diaspora doit, pour l'instant, nous faisons encore un travail d'enrôlement. Nous ne sommes pas pressés par le calendrier. Nous prenons notre temps. Nous faisons l'enrôlement. Je demande aux Congolais qui nous suivent d'aller sur le site www.primaire-de-la-diaspora.org pour s'enrôler sur la liste des électeurs à la primaire. Ça, c'est le travail que nous faisons et nous appelons les Congolais de venir au débat de la primaire. Pour l'instant, il y a un seul candidat qui s'est déclaré, Antoine Pasquiou. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul candidat qui s'est déclaré. Alors, ce candidat s'est déclaré depuis le 15 août quand même. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Si vous me dites ça, est-ce que c'est pas, est-ce que ça ne traduit pas, comment dirais-je, une sorte d'échec? Déjà, voilà, une sorte d'annonce d'échec. Parce que depuis le 15 août, s'il n'y a qu'un seul candidat, ça pose quand même question. Non, on ne parle pas d'échec en ce moment. Oui. Parce que la primaire, elle est organisée. On parlerait d'échec si on n'a pas pu organiser la primaire. On a organisé la primaire. Nous, on a tout fait. On a un site.
le processus. Mais vous avez aussi un calendrier, est-ce que je sache? On a un calendrier glissant. Pourquoi glissant? Le calendrier est glissant parce que les Congolais doivent encore se réapproprier de la démocratie. Avant Antoine Page, Théolo, mais il y avait d'autres politiques qui se sont déclarés pour la primaire. Je cite Jean-Brice Pambou Malonga. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils devaient être candidats en aparté et qui ne se sont pas déclarés, mais ils m'ont fait cette confidence. Son nom. Mais depuis que Antoine Page qui nous s'est présenté candidat, certains se sont désistés. Pourquoi? Parce qu'il manque encore dans la mentalité, même dans la culture congolaise, on a perdu le sens de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est accepter d'aller dans une compétition. Les gens ont peur d'aller dans une compétition comme celle de la primaire, parce qu'ils se disent, je ne dois pas perdre. Mais ils sont comme les dictateurs qui organisent les élections pour ne pas les perdre. Mais vous devez aller et accepter s'il y a un meilleur parmi vous. C'est ça, Bernardin Dilo, c'est ça qui nous bloque. C'est le manque de culture démocratique. Parce que la primaire, nous, on a tout fait. Monsieur Madédé, vous parlez du manque de culture démocratique, mais vous ne le découvrez pas que maintenant. Parce que ça, c'est le constat qui aurait pu être fait avant même de se lancer dans ce projet de la primaire. Parce que ce que je veux dire, quand vous voulez construire une maison, vous devez vous assurer que le sol sur lequel vous allez bâtir votre maison est confortable, est solide, etc., remplit les conditions. Et là, vous me dites que les gens ne sont pas assez mûrs démocratiquement. C'est un peu étonnant. Parce que j'ai vu le travail que vous avez fourni, j'ai regardé sur le site, mais c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence, c'est de la technicité. Mais tout ce travail-là, s'il faut que ça puisse, comment dirais-je, aboutir dans une impasse, ce serait quand même un échec patent. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Ça va être l'échec de qui? C'est-à-dire que ça va être l'échec. Ça va être l'échec de la diaspora. De la diaspora, oui. De la diaspora, en effet. Je dirais même pas échec. Ça va être une honte. Parce que, vous savez, nous, on pose des actes pour avoir des preuves. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit non, les Congolais de la diaspora ne sont pas démocrates, tout le monde va crier. On va dire, oh, mais tu tires ça d'où, il n'y a pas de preuve, tout ça. Alors, on met une élection pour avoir la preuve qui est démocrate et qui ne l'est pas. Parce que s'il y avait vraiment des démocrates dans la diaspora, tu comprends qu'ils allaient tous se ruer sur ça, sur cet exercice-là. Mais ils ont tous botté en touche. Ça veut dire que ce n'est pas des démocrates. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, laissez la dictature en Afrique, mais je ne peux pas le dire. Parce que parmi, je comprends le peuple congolais. Et certains, ils sont nés dans la dictature. Ils ont grandi dans la dictature. Ils n'ont connu que la dictature. C'est difficile pour eux de comprendre les enjeux démocratiques. Difficile, je comprends ça. J'entends bien, comme je disais tantôt, que c'était pas le sujet, mais je viens d'avoir justement votre regard sur la question. Et maintenant, nous allons pouvoir clore cette interview. Et je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté cette interview. Quel est le message que vous lancez maintenant au peuple congolais tout entier? Au peuple congolais tout entier, je veux dire que le peuple congolais doit prendre conscience du mal qui mine notre pays.
Le mal qui mine notre pays, ce sont les institutions du Congo. Ces institutions qui ne sont pas ni démocratiques, ni républicaines. Ces institutions donnent tous les pouvoirs de l'État à un seul, le chef de l'État. Le chef de l'État a le droit de nommer 5 membres de la Cour constitutionnelle sur 9, ce qui lui donne le droit de nommer le président de la Cour constitutionnelle. Et vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est l'organe de justice qui juge les élections dans le pays. Il est pris en otage par le chef de l'État. Ce qui veut dire quoi? C'est le chef de l'État qui nomme les représentants du peuple, les députés et les autres, qui constituent le Parlement congolais. C'est le chef de l'État qui les nomme. C'est pour cela que nous avons un Parlement godillot qui dit oui, oui, oui à la volonté du chef de l'État. C'est pour cela que les budgets de l'État ne sont pas discutés convenablement au Parlement. C'est pour cela que les lois ne sont pas discutées. Il n'y a pas de contradiction qui puisse permettre à ce que la vérité puisse jaillir. Voilà du côté du Parlement. Du côté de la justice, l'organe suprême de la justice, du côté plutôt du système judiciaire, parce que la Cour constitutionnelle c'est aussi la justice, du côté du système judiciaire, l'organe suprême du système judiciaire du Congo, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de ce conseil, c'est le chef de l'État. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui nomme même les tribunaux. Donc aucune justice ne peut se faire au Congo qui ne reçoit pas la bénédiction du chef de l'État. Voilà le problème que je vous présente là, qui est un problème criard. Je l'ai nommé dans mon livre Aux gens de la République, despotisme constitutionnel. C'est-à-dire, on a mis du despotisme. Le despotisme, c'est quoi? C'est un chef de l'État qui prend tous les pouvoirs. On a mis dans une constitution quelque chose de très criard. Je n'ai jamais vu dans le monde. Je demande au peuple congolais de dénoncer les institutions du Congo. Je demande au peuple congolais de revendiquer la République. La République, c'est le système où les pouvoirs de l'État sont équilibrés. Le chef de l'État, il gère l'exécutif. Le Parlement gère le pouvoir législatif. Voter les lois. Il ne doit pas avoir un bras qui domine l'autre. C'est ça l'équilibre. Et la justice juge tous les litiges dans le pays. Et le chef de l'État ne doit pas avoir la même issue. C'est ça la République. La République, les 3 pouvoirs doivent être séparés. Je vous demande, peuple congolais, de revendiquer la République, de revendiquer la séparation des pouvoirs, l'équilibre de pouvoir, la justice, l'indépendance de la justice. Ça, c'est le message que je peux donner au peuple. Merci, Monsieur Charles Madédé. Je pense que le peuple congolais vous a entendu, vous a écouté. En tout cas, merci encore d'avoir accordé cette interview à la chaîne Lumière du Congo. Vous avez répondu aux questions de Bernardin Dibou. Merci encore. La lutte continue.